Bien, monsieur, on va commencer. Voilà. Bien, on va commencer. Essayez de vous asseoir là où vous pouvez. Ça va rappeler la vie étudiante pour certains. Écoutez, c'est très bien. En tous les cas, monsieur le ministre, nous sommes très heureux et honorés de vous accueillir. Ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Ça a failli même faire 3 fois au Mardi la Mer. Nous sommes donc très très heureux que vous soyez là. Bravo parce que vous battez un record d'audience. Et je tiens également à remercier Audrey Margarita qui nous fait vraiment une politique de communication tout à fait remarquable, puisqu'il y a plus de 400 personnes dans la salle, 420, 430, et il y en a plus de 400 également en distanciel. Donc bravo, c'est dire à quel point la mer, je dirais maintenant, les vagues maritimes nous touchent de plus en plus. Alors bien sûr, Eudry Blier, le président de l'Institut français de la mer, va vous présenter. Moi, je ne peux quand même pas résister au fait de rappeler, ce que beaucoup ignorent d'ailleurs, que vous êtes historien, et que ce prisme de la longue durée, et Jean-Yves Le Drian l'a montré à travers toute sa carrière, qui n'est pas finie, est le propre des hommes d'État, parce que justement, placer les choses dans la longue durée, c'est ce qui permet de nous affranchir parfois du court-termisme dans lequel parfois les pays occidentaux sombrent. Je vous ai rencontré la première fois lors du Grenelle de la mer, que j'avais eu le privilège de piloter sous l'autorité de Jean-Yves Borloo avec Michel Pelletier qui est également là ce soir. Et j'étais venu vous demander qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la mer. Et vous m'avez donné un exemple qui m'a beaucoup marqué. Vous m'avez dit, en tant que président de région Bretagne, ça va sans dire, la seule vice-présidence que je gère directement, parce que justement ce n'est pas une vice-présidence, c'est la mer. Parce que si c'était un vice-président qui gérait la mer, eh bien, chaque directeur des autres vice-présidences enverrait leur directeur, mais ça ne serait pas traité au sommet. Et j'en ai déduit pour ma part que c'est ce qu'il fallait faire au niveau de l'État, c'est-à-dire que, permis de rêver, pourquoi pas le Premier ministre ou un vice-premier ministre, ou mieux encore, le président de la République. En tous les cas, vous avez réussi à faire de la Bretagne, dont les attaches historiques sont solides, le pays qui est, la région qui est la plus tournée aujourd'hui vers la mer. Et je terminerai, parce que Eudry Blier va vous présenter, en vous disant à quel point la communauté maritime vous est redevable. Vous avez été la voix du maritime et vous êtes toujours la voix du maritime depuis un certain nombre d'années. D'abord, vous avez été secrétaire d'État à la mer. Et puis, le président de la République rappelait la semaine dernière, lors de l'inauguration du musée de la Marine, à quel point ce musée, ce nouveau musée qui est ouvert, vous devez. Car c'est vous, en tant que ministre de la Défense, qui avez pris la décision, sans compter, d'engager, je dirais, cette maritimisation de la France par le biais d'un musée moderne qui ne traite pas simplement du naval, mais montre tous les enjeux maritimes auxquels la France, si vous voulez, devrait s'adonner. Un très grand merci encore. Et bien sûr, comme d'habitude, le président de l'Institut français de la mer, Eudry Blier, va vous présenter après des recherches fouillées. Merci Christian, mais après ce que tu viens de dire, est-ce que c'est encore nécessaire que je présente Monsieur Le Drian, Jean-Yves Le Drian, vous êtes, il y a quelques années, un élève puis un étudiant engagé. En terminale, vous êtes premier secrétaire des jeunesses étudiantes chrétiennes du Morbihan. En 1968, à l'université, vous êtes un des responsables rennais de l'UNEF. Vous êtes agrégé d'histoire, professeur assistant à l'université de Rennes 2. Et puis, dès 1977, vous êtes élu municipal à Lorient. Et vous êtes élu pendant 27 ans et maire pendant 17 ans, de 81 à 98. Vous comprenez très tôt les dangers d'une trop forte dépendance de votre ville aux activités militaires et vous dialoguez avec le monde économique pour développer des alternatives. Vous êtes à l'origine de la création de l'Université de Bretagne Sud. En 1978, vous êtes élu député. Vous le serez à 6 reprises. À l'Assemblée, vous êtes actif en particulier sur les sujets de défense nationale ou sur le maritime, que ce soit l'environnement ou les pollutions, le transport et la compétitivité. En 1998, vous êtes élu au Conseil régional de Bretagne. Vous y aurez 4 mandats et en êtes président pendant 12 ans. Sous ces présidences, des investissements très importants sont réalisés pour moderniser les lycées, développer l'apprentissage, moderniser les infrastructures de transport, déployer la fibre, défendre et promouvoir la langue et la culture bretonne. Et puis en mai 1991, vous êtes nommé secrétaire d'État à la mer. Vous avez signé 2 ans auparavant un rapport sur la modernisation de la marine marchande. Les ports français souffrent d'un grave manque de compétitivité et de fiabilité par rapport à leurs concurrents européens. Vous proposez et vous faites valider par la Première ministre, Édith Cresson, une réforme du statut des dockers qui les fait passer de travailleurs indépendants à salariés des entreprises de manutention portuaire. Leur opposition est forte et les grèves sont dures.
C'est comme ça que vous intervenez le 30 novembre 1991 aux Journées nationales de la mer de Toulon qu'organisait l'Institut français de la mer, sur le thème « L'Europe et la Méditerranée ». Tous les anciens de l'Institut français de la mer se souviennent de cette intervention dans un palais Neptune en état de siège, encerclé de dockers et de cordons de CRS. Un grand moment pour nous à l'IFM. Votre gestion du dossier permet que le mouvement s'essouffle et dès le début 92, on voit que la réforme va aboutir. Ce n'est pas vous qui concluez. Édith Cresson est remplacée par Pierre Bérégovoy et vous par Charles Josselin. Mais pour nous tous, les gens du monde maritime, cette réforme, la réforme fondatrice de la modernisation des ports français, c'est la réforme Le Drian. Vous revenez au gouvernement avec l'élection de François Hollande. Pendant tout son quinquennat, vous êtes ministre de la Défense. Vous gérez le retrait de nos troupes d'Afghanistan, l'intervention au Mali et celle au Sahel. Vous pilotez un livre blanc de défense nationale et préparez la loi de programmation militaire 2014-2019. Vous mettez en place une stratégie de cyberdéfense. Vous vous engagez de façon tout à fait exceptionnelle dans la vente d'armement à des pays amis afin de consolider nos alliances et de permettre le maintien de notre souveraineté en termes d'industrie de défense, en particulier dans les domaines navals ou aériens. Vous êtes ensuite ministre de l'Europe et des Affaires étrangères pendant tout le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous êtes numéro 2 du gouvernement de Jean Castex. Vous êtes connu de tous pour cette action à la tête de ce ministère, pour votre présence sur tous les fronts. Vous êtes ministre depuis 2 ans, vous ne remplirez pas lors du second quinquennat d'Emmanuel Macron, mais celui-ci vous demande en juin 2023 d'être son envoyé personnel pour le Liban, montrant par là la confiance qu'il vous porte pour les dossiers les plus épineux. Merci d'être avec nous ce soir pour nous parler de la mer, de l'océan, dans la nouvelle donne géopolitique. Merci Jean-Yves Le Drian d'être là. Je vais vous faire une confidence, je suis un peu intimidé, franchement. Intimidé par le nombre et intimidé aussi par le fait que je vois des visages que je connais, dont l'expertise est tout à fait grande et de qualité et qui a certainement dépassé la mienne, puisque moi je ne suis plus expert. J'ai pris mes précautions, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, en vous disant avant, je ne sais pas de quoi je vais parler, puisque j'ai plus beaucoup de connaissances, à vrai dire, sauf un peu celles que j'ai vécues, donc je vais essayer de le partager avec vous, pour vous dire aussi que je viens plutôt ici comme militant de la mer que comme grand expert que je ne suis plus, même si je continue à suivre et à regarder tout ce qui se passe autour de nous, évidemment. Je voudrais, dans mon propos introductif, qui va sans doute être un petit peu long, mais j'ai quelques messages à faire passer, vous dire que la mer aujourd'hui est devenue un véritable enjeu, est devenue progressivement un des véritables enjeux, d'abord parce que nous la connaissons mal, ensuite parce qu'elle est un espace contesté. J'appelle espace contesté les 3 espaces dans lesquels il n'y a pas vraiment de règles reconnues et partagées. Il y en a 3, il y a la mer, l'espace et la cyber, où finalement chacun se tire des bourres dans un environnement qui n'est pas régulé. C'est un espace contesté. On les appelle les espaces contestés. Contestés entre les puissances. J'ai beaucoup parlé de puissance. La mer est aussi un espace fragile, un espace où il faut maintenir l'équilibre. Et puis c'est un espace où il y a beaucoup de sujets banals et puis des grands sujets stratégiques. Si bien que je considère, et c'est peut-être un des points majeurs que je voudrais vous livrer ce soir, que la mer est l'espace crucial du XXIe siècle. La mondialisation s'est traduite par une maritimisation. Ça nous a d'ailleurs beaucoup aidé, nous les militants de la mer, si j'ose dire, on va y revenir. Même si aujourd'hui on est dans une phase de démondialisation en partie, il n'empêche que le XXIe siècle sera un siècle maritime à tous égards, y compris dans la conflictualité. Je vous dis ça parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et comme vous avez eu la gentillesse de rappeler quelques souvenirs, j'ai souvenir dans mes fonctions antérieures, que ce soit comme secrétaire d'État à la mer en 1991,
que ce soit comme maire de Lorient ou que ce soit comme président de la région Bretagne, pendant une bonne partie de ma vie politique, finalement, jusqu'au début de ce siècle, la mer était considérée comme un espace de déclin. D'ailleurs, ceux qui le disaient avaient raison de le dire, parce que c'était le cas. Quand je suis arrivé à Place Fontenoy, à l'époque on disait arrivé Place Fontenoy, ça avait un peu de sens, là où se tenait le ministère de la Mer, concernant le trafic maritime, à ce moment-là, la CGM était en perdition. L'armement d'Elmas, pareil, et pas de perspective, quelle qu'elle soit, dans ce domaine. À l'époque, les chantiers navals étaient dans le trou, on licenciait, on imaginait même de fermer, certains fermaient, je pense à la Seine. À l'époque, on traitait les sujets comme une forme d'assistance pour éviter le désastre, mais un accompagnement de fin de vie, un peu. C'est ça qu'on vivait. Avec peu d'attraction, peu d'attractivité pour les métiers de la mer, avec une méconnaissance totale de ce que les ports pouvaient apporter au développement, et avec en plus, dans les ports, ce que vous évoquiez, le fait que l'organisation de la vie sociale était complètement figée et n'en permettait pas de rendre nos ports compétitifs. Donc des ports qui n'étaient pas considérés, plus des ports gelés, d'une certaine manière. Et puis, dans le même temps, la pêche était en crise, elle est toujours un peu, j'y reviendrai, mais en tout cas, à ce moment-là, c'était une crise assez grave. Et puis, dans le même temps, je le dis ici pour les anciens marins de la Marine nationale, certes, on considérait la force de dissuasion comme un élément central, c'est toujours le cas, mais pour le reste de la sécurité, la marine n'était sans doute pas l'enjeu déterminant. On s'apprêtait, on s'attendait, on était en préparation, on était dans des hypothèses de conflictualité beaucoup plus terrestres que maritimes. C'est l'état des lieux à ce moment-là. Vous l'avez tous vécu. On vient de très loin. Et l'histoire a beaucoup changé depuis cette date. C'était une époque aussi où les chantiers faiblissaient, y compris les petits chantiers. C'était une époque aussi où la plaisance, la compétition nautique commençait à apparaître. Heureusement qu'elle était là, d'une certaine manière, pour montrer qu'il y avait des perspectives pour l'innovation dans le domaine maritime, mais c'est à peu près tout. C'est en tout cas le souvenir que j'en ai. Et là, aujourd'hui, autre exemple particulier, puisque vous rappeliez mon histoire, et je donne des exemples pour qu'on comprenne bien les évolutions qui se sont produites. À l'époque, en Bretagne, mais ce que je voulais vous dire ne concernait pas que la Bretagne, je vais essayer de ne pas être trop bretonnant ce soir, même si après vous, je vais à une manifestation bretonne, mais au musée de la Marine. Certaines régions d'Europe s'étaient réunies en coalition, d'une certaine manière, pour créer la conférence des régions maritimes périphériques. Et les mots signifient bien ce qu'était la relation entre les territoires et la mer, périphérique. Aujourd'hui, on ne prendrait sûrement pas référence à ce type de vocabulaire. Et alors, depuis, il y a eu une inversion considérable, si bien que ce que je disais tout à l'heure, en commençant, la mer et les océans sont devenus les enjeux du XXIe siècle, et pas uniquement en termes de puissance, parce que j'ai beaucoup en parlé, puissance souveraineté, mais même en termes d'attirance interne, puisque aujourd'hui, nos concitoyens vont vivre au bord de la mer. Pardon. Et ce qui m'est très frappant, c'est que ces flux migratoires internes, pas uniquement au niveau européen, montrent que les populations viennent vivre au bord de la mer, ce qui posera d'ailleurs
quelques difficultés pour l'avenir liées aux questions du réchauffement climatique, puisqu'il y a à la fois les risques de submersion, le renforcement des pollutions et la fragilité du trait de côte. Mais je voudrais que vous reteniez aussi dans mes propos cette idée simple. Nous sommes dans un moment de bascule géographique de l'Atlantique au Pacifique, bascule stratégique, passant du désintérêt à la mer à une véritable compétition pour la maîtrise des mers, et bascule climatique avec des défis environnementaux sans précédent et qui concernent directement, évidemment, les enjeux maritimes. Dans tout cela, il nous faut identifier les enjeux, et les principaux enjeux sont des enjeux qui conjuguent à la fois la souveraineté et la puissance. Le premier enjeu pour notre pays, qui conjugue souveraineté et puissance. Le premier enjeu, c'est évidemment l'enjeu économique. Je rappelle souvent, et je vous le redis à vous, mais comme vous êtes des spécialistes et des experts, vous le savez déjà, donc c'est une répétition, que lorsque la France a assumé sa dimension maritime, elle a toujours été à ce moment-là porteuse de richesses et créatrice de richesses, et à tous ces moments de son histoire, je pense à Colbert en particulier, mais à d'autres, il y a eu des phases de projection, et lorsque la France s'est retirée sur son territoire et sans regarder la mer, alors elle était dans le déclin. Je suis bien placé comme ancien maire de Lorient pour pouvoir le dire, puisque les liaisons commerciales avec l'Inde ont commencé là, sous Louis XIV. Mais cette relation-là fait que, néanmoins, la France a toujours entretenu dans l'histoire une flotte maritime commerciale, même si parfois elle a été restreinte. Et puis, je l'évoquais, progressivement le monde s'est centré sur la Méditerranée, puis s'est ouvert vers l'Atlantique, puis s'est ouvert sur le Pacifique avec le canal de Suez. Initiative française, maritime. Je voudrais vous dire là que j'ai un souvenir de fierté personnelle lorsque, c'est sous le quinquennat Hollande, le doublement du canal de Suez, initié par le président de l'Égypte, a été décidé et a été inauguré. Et le président égyptien avait souhaité, j'avais servi d'intermédiaire, que l'ouverture du canal de Suez se fasse par une frégate française suivie d'un bateau commercial français. Donc on a ouvert le canal de Suez devant plein de chefs d'État, en mémoire de De Lesseps, mais pour montrer aussi que la France avait été toujours une référence maritime par une frégate militaire française et un bateau de CMA-CGM. Puis, souveraineté et puissance par l'économique, ça veut dire, pour moi, trois choses: l'espace, les ports et les flux. L'espace, nous avons commencé, et nous en sommes qu'à nos débuts, à nous assumer comme deuxième puissance maritime mondiale. Nous n'en sommes qu'à nos débuts parce qu'au moment où la mer n'était pas à l'ordre du jour, ce n'était pas un vrai sujet. Et aujourd'hui, maintenant que les enjeux maritimes globaux sont essentiels, ça devient un vrai sujet. Il faut que nous l'assumions. Et d'ailleurs, ça peut changer aussi une partie de nos relations avec les régions et les territoires d'outre-mer, qui, pendant de nombreuses années, étaient les territoires qu'il fallait soutenir parce qu'ils étaient en difficulté. À partir du moment où cet enjeu est différent, ils peuvent être porteurs aussi de progrès, de développement spécifique par cette puissance militaire que nous représentons. Il y a des gens qui m'ont dit que nous ne sommes pas deuxième, mais nous sommes premiers. Mais j'ose pas le dire. Mais il paraît qu'il y a eu une rectification de calcul des kilomètres carrés et que nous sommes passés devant les États-Unis. Bon, ce seront plutôt les géographes qui pourraient préciser ça. Mais gérer ce fait, assumer ce fait. Je reviendrai en particulier sur les questions sécuritaires. Assumer ce fait que nous sommes désormais reconnus par tous et reconnus par la Constitution, parce qu'il y a quand même une Constitution des mers qui est l'accord de Montego Bay, que vous connaissez tous, je ne vais pas y revenir, mais c'est notre référence. J'ai eu la chance de participer aux discussions sur le final de la conclusion de ce qui est maintenant le traité
de Montego Bay. C'était quand même un grand moment, mais c'est déjà une histoire presque dépassée. Mais c'est la Constitution mondiale des océans qui nous donne cette mission, cette fonction de deuxième puissance mondiale, peut-être première. Il faut assumer cela. L'espace, nous l'avons. Les flux, nous les avons. Puisque... Il ne faut pas que je commence à raconter des histoires, parce qu'à ce moment-là, on n'aura jamais fini à l'heure. Mais je vais vous parler de CMA, CGM. Tout à l'heure, je vous parlais de CGM tout à l'heure. Et à l'époque où j'étais secrétaire d'État à la mer, on m'avait dit, il y a un gars qui vient d'arriver à Marseille, dénommé Jacques Saadé. Il vient du Liban. Tiens, il vient du Liban, oui. Et vous devriez aller le voir parce qu'il a des idées. C'était en 91. Et aujourd'hui, CMA, CGM est, je crois, le deuxième au monde. Et c'était essentiel d'avoir la maîtrise de ces flux. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à observer, c'est que dans les 4 premiers mondiaux, vous avez 3 Européens. Maersk, MSC et CMA, CGM, et un Chinois. Mais quand même, cette maîtrise des flux, c'est une force. Et quand je dis souveraineté et puissance dans le domaine économique, c'est essentiel. Et puis enfin, souveraineté et puissance dans le domaine économique, c'est aussi la force de nos ports. Je ne sais plus trop exactement où ils en sont sur l'application de la réforme des dockers revue et corrigée, mais en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a eu une prise de conscience française de l'enjeu portuaire, des enjeux portuaires, et cette prise de conscience a abouti à des connexions avec l'intérieur, avec les interlandes, avec des stratégies qui sont tout à fait pertinentes. On assume complètement cette logique-là, y compris les grandes stratégies menées par le grand port maritime de Marseille, y compris Aropa, qui fait que Paris est au bord de la mer, d'une certaine manière, dans la logique économique. Nous avons la chance d'avoir ce triptyque, et en plus des ports sur les 3 façades maritimes, et une prise de conscience que l'enjeu portuaire était devenu tout à fait essentiel. Je voulais vous faire quand même une observation sur ce premier point, sur l'espace économique, une observation complémentaire que finalement on ne met pas suffisamment en perspective et qui sont des observations tout à fait géopolitiques. J'ai repéré la date, mais je n'ai pas le jour. En 2007, un sous-marin russe a planté un drapeau russe à 4000 mètres de profondeur près du pôle Nord. Premier élément de la réflexion. Ensuite, vous savez, comme chacun d'entre nous, que les Chinois, progressivement, sont en train de poldériser les récifs et les rochers en mer de Chine méridionale pour en faire quasiment une mer intérieure. Et ce mouvement-là étant régulier. Puis, il y a quelques disciples, je pense à notre camarade Erdogan, qui, il y a peu de temps, a pensé utile de faire des sondages et même des débuts d'exploitation du gaz sur un territoire qu'il considère, qui n'est pas le sien et qui est hors de sa zone économique exclusive, parce qu'en Méditerranée, il y a un partage des frontières et des limitations qui conformes à l'accord de Montego Bay, et il est allé là où ce n'était pas chez lui, maritimement parlant. Ce qui veut dire qu'il faut, quand je parle de puissance économique et de souveraineté économique, il faut veiller à ce que un mouvement de territorialisation des mers ne se mette en œuvre. Soit par les pôles, soit par la méthode chinoise, qui remettrait dans le débat, y compris peut-être dans la conflictualité, les accords de Montego Bay et la non-territorialisation de l'espace au-delà des 200 000. C'est une préoccupation, il faut l'avoir, parce que ça peut être très conflictuel. J'imagine qu'on parlera tout à l'heure aussi, enfin si j'ai le temps, de la situation dans les pôles, si on en a l'occasion. Ma deuxième remarque sur la puissance et la souveraineté, c'est la puissance et la souveraineté énergétique. Parce que ce qui s'est
produit depuis peu de temps maintenant, c'est le fait que la mer devient un espace de souveraineté énergétique. Et puis, curieusement, quand on refait l'histoire, pour la France, il y a eu un oubli. On n'a pas été au rendez-vous de cette révolution de la capacité de production énergétique donnée par l'éolien offshore en particulier, pour toute une sorte de raisons, et singulièrement parce qu'il y avait une forme de confort dans lequel nous vivions, confort terrien, mais qui, non seulement par l'énergie atomique, mais aussi par la production de charbon, qui faisait que nécessité ne se faisait pas sentir. Et que d'autres pays, je pense au Danemark, je pense au Royaume-Uni ou à l'Allemagne, pour des raisons différentes d'ailleurs des trois, ont été beaucoup plus en avance. Mais nous sommes en train de rattraper notre retard. Et nous avons pris conscience que la première partie de ce que je disais, c'est-à-dire la force de notre espace, doit nous amener à demain à être dans les champions de l'éolien en mer, parce que nous avons des entreprises qui savent le faire, parce que nous avons l'espace pour cela, et parce que nous avons aussi conscience de la nécessité d'être à la tête du développement durable et de la lutte contre le réchauffement climatique, et de nous séparer progressivement des énergies fossiles. Ce rendez-vous-là, il est en train d'être pris. J'ai noté, moi, avec beaucoup d'intérêt, que le président de la République, lors des assises de la mer de mardi dernier, c'est bien ça, il y a juste une semaine, c'était presque les mardis de la mer, a annoncé le lancement d'appels d'offres importants pour atteindre 45 gigawatts en 2050, ce qui est énorme. Mais nous avons l'espace pour ça, donc il faut jouer cette carte. Nous avons l'espace et nous avons les qualités industrielles. Parce que les entreprises maritimes se sont aussi remobilisées, redéployées. Je profite de ce moment pour dire combien l'évolution des chantiers de l'Atlantique a été essentielle et combien ce chantier est devenu le chantier de référence pour la production du bateau le plus difficile à construire, qui est le paquebot. Bref, tout ça, c'est une nouveauté, c'est un gisement, ce sont des perspectives de développement qui sont tout à fait essentielles et qu'il nous faut accompagner, à condition que nous ne sous-estimions pas les technologies nouvelles, et j'en pense en particulier à l'éolien offshore en mer et à l'éolien et aux hydroliennes, qui sont tout à fait essentielles pour l'avenir, et nous avons toutes les compétences pour faire en sorte que nous ayons des capacités dans ce domaine. Et aussi l'hydrolien qu'il ne faut pas sous-estimer, sous réserve que, puisque je racontais des histoires, j'ai été à l'origine, comme président de la région Bretagne, d'un schéma qu'on appelle le Triskel électrique breton, et qui prévoyait une production d'énergie à partir de l'offshore classique en baie de Saint-Brieuc, après une discussion longue avec tout l'ensemble des partenaires. La décision a été prise en 2011. La production vient de commencer. Je ne sais même pas si elle est commencée. Ce qui veut dire que, très concrètement, si sur les espaces marins, on a une telle lenteur dans la prise de décision, on ratera ce rendez-vous. Et donc, alors qu'on a les chances de pouvoir être relativement compétiteur, même avec une relation spécifique avec l'Irlande, puisqu'on a le Celtic Connector, qui permet le lien électrique entre l'Irlande et la France, plutôt dans le sens vers l'Irlande. Donc on a des capacités de ce côté-là à jouer. Il faut qu'il y ait le moyen d'aboutir à ce qu'il y ait une meilleure accélération de tout cela. Souveraineté, puissance, dans le domaine numérique, c'est le cas des câbles sous-marins. Nous échangeons chaque jour des milliards d'informations à la vitesse de la lumière par les réseaux fibrés. Certains réseaux sont secrets, d'autres sont des commandes en ligne. Et la maîtrise des câbles de fibre optique interconnectés, c'est un enjeu de souveraineté, c'est un enjeu de puissance, et nous sommes au rendez-vous. Je sais que vous allez recevoir, dans le cadre des mardis de la mer, un responsable d'Orange qui vous en parlera beaucoup plus savamment que moi, mais nous avons sur ce point des avantages, des positionnements. Je pense aussi à Alcatel Network Service qui a
qui est un fleuron français en la matière. Et au moment où la porte d'entrée du monde vers l'Europe pour ces autoroutes maritimes de l'information est essentielle pour nous, assumons complètement cette dimension et assumons complètement nos capacités de souveraineté et de puissance. Souveraineté et puissance dans le domaine alimentaire aussi, même si de ce côté-là, nous sommes dans une situation où la pêche traverse toujours des difficultés, parce que nous n'avons pas généralement su, depuis l'époque où j'assumais ces responsabilités jusqu'à maintenant, mais c'est toujours, je pense qu'Hervé Berville a dû vous en parler lorsqu'il a fait la séance d'inauguration, toujours à la recherche de la bonne dimension entre la flotte de pêche, la modernisation de la flotte, la préservation de l'emploi, la compétitivité de l'économie, la préservation de la ressource et la fluidité des marchés. Tout ça sont des éléments qu'on n'arrive pas très bien à dominer. Et le fait qu'il ait été décidé pour affirmer notre souveraineté dans ce domaine, d'engager un contrat de transformation et de modernisation des pêches par le ministre Berville, je crois que c'est une bonne chose. Il y a un rendez-vous qui est fixé avec la profession, qui par ailleurs, pour aboutir à cette modernisation-là et cette harmonisation indispensable, va bénéficier en retour d'une partie des taxes versées par les producteurs d'énergie en mer, ce qui est quand même un retour, mais aussi une incitation à la modernisation. Et je dis aussi que sur ce point, nous avons à nous préoccuper. Il n'y a pas de police des mers, de la mer hauturière, et donc il y a prédation dans la mer hauturière, et nous avons à nous préoccuper d'une autre forme de régulation. Je suis peut-être un peu contradictoire sur les questions de régulation, mais pas complètement, parce que aujourd'hui, les pays africains en particulier, je pense surtout à eux, qui sont démunis de moyens de sécurité et d'intervention, voient leurs ressources halieutiques pillées par des prédateurs que sont dans l'ordre de classement la Chine, Taïwan aussi, et les Japonais, sans parler d'autres. Mais vous voyez bien que là, il y a aussi un aspect de souveraineté et de puissance. On s'en est rendu compte au moment du Brexit, où ça a été un sujet particulièrement difficile, même si l'aboutissement est plutôt, je pense, convenable. J'y ai participé un petit peu, mais ce n'est pas pour ça que c'est convenable. Mais on a abouti à un résultat qui, au moins pour l'instant, est de nature à nous sécuriser. Mais c'est pour l'instant, parce qu'il faudra revoir tout ça en 2025-2026. Puissance et souveraineté dans le domaine des frontières, puisque finalement, dans le domaine des frontières migratoires, puisque la mer est aujourd'hui un enjeu de sécurité et de protection, et aussi un des espaces géographiques où se joue le plus durement cette question de migration, avec pas moins de 6 000 migrants qui meurent chaque année en tentant de traverser la mer pour rejoindre en premier lieu l'Italie, Chypre et l'Espagne. La Méditerranée concentre à elle seule toutes les inégalités entre le nord et le sud, et c'est devenu un creuset de tensions migratoires. Et je dis aussi que la maîtrise de notre souveraineté migratoire, c'est une question nationale, mais c'est aussi une question européenne. Et je veux dire que sur ce point, j'espère qu'on ne parlera plus dans l'avenir de Lampedusa, sauf pour son charme et pour ses facilités de vacances, parce que le texte qu'on appelle pacte asile migratoire, je ne parle pas du texte d'immigration, discussion au Parlement français, mais je parle du pacte asile-migration au niveau européen, a été validé par le Parlement européen après 6 ou 7 ans de négociations. Et donc il importe que nous puissions tenir aussi cette souveraineté-là, qui est une souveraineté nationale, mais aussi une souveraineté européenne. Et puis, évidemment, pour terminer ce point, dans les enjeux de puissance et de souveraineté, il y a notre capacité d'assurer la sécurité et de nos flux et de nos territoires, et d'assurer aussi la solidarité de nos alliances en termes militaires. Et c'est là l'importance du rôle de la Marine nationale. Il y a eu 2 lois de programmation militaire successives qui ont permis de doubler le budget de la défense de notre pays. C'est tout à fait bien, mais à l'intérieur, la part de la Marine nationale, non seulement s'est consolidée, mais s'est renforcée pour précisément être
situation de réponse face à la nouvelle donne maritime mondiale. Il faut se rappeler aussi, puisque je parle de puissance et de souveraineté, que notre pays est celui qui dispose en Europe, le seul pays qui dispose en Europe d'une capacité intégrale en matière de défense navale, à la fois sous-marine, à la fois aéronavale, à la fois sur mer, à la fois cyber, et avec une maîtrise complète du savoir-faire. Nous sommes une des 5 nations maritimes mondiales en matière de défense maritime et d'action de notre marine et de notre sécurité maritime. Et c'est un atout considérable pour notre crédibilité et nos rayonnements. Et en Europe, je dis nous sommes les seuls parce que, on pourra peut-être y revenir dans la discussion, les Britanniques n'ont pas l'autonomie de souveraineté sur une partie de leur propre sécurité navale ou leur propre défense navale. C'est très important parce que on voit bien que le passage au Pacifique, puisque vous souhaitiez que j'évoque aussi quelques questions de géopolitique très, très vastes, on voit bien que l'enjeu de demain sera une conflictualité potentielle dans l'océan Pacifique. On voit bien que la Chine a renforcé considérablement son effort de défense, et non seulement son effort de défense, mais surtout son effort de défense marine. Et qu'aujourd'hui, la Chine dispose, je crois, de 3 porte-avions. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. C'est une technologie à part, c'est une technologie redoutable, mais c'est une technologie qu'il faut acquérir, et pour la Chine, c'est fait. Et la progression de l'armement chinois dans le domaine de la marine est tout à fait essentielle et préoccupant. Ils maîtrisent les technologies, et nous avons de ce côté le risque d'un affrontement maritime majeur, un combat naval, from sea to sea, et qui peut se produire et qui n'est pas à exclure dans l'avenir, dans un monde de désordre et de rupture et de bascule. Même si aujourd'hui la puissance militaire des États-Unis n'est pas encore contestée, il est dans la logique chinoise d'arriver à la parité, et en particulier la parité dans le domaine naval. Il faut intégrer cela, c'est une donnée, et il faut aussi s'y préparer. J'ajoute à cela que l'affirmation de puissance et l'affirmation de souveraineté, ça se traduit aussi pour nous par la nécessité de nous montrer partout dans le monde, montrer que nous sommes là pour protéger nos propres territoires, et que nous sommes là aussi pour assurer le soutien à nos alliés là où ils se trouvent, y compris dans l'océan Pacifique. D'où la nécessité de maintenir les efforts de présence de nos bateaux militaires dans des détroits qui sont significatifs, y compris en Asie, et d'où la nécessité de nous montrer aussi dans ce que nous considérons comme les eaux à libre passage inoffensif de la part de nos propres forces, même si les Chinois essayent par différents moyens de territorialiser cette partie de la mer de Chine méridionale en particulier. Nous le faisons régulièrement, et nous avons établi une stratégie que l'on appelle la stratégie Indo-Pacifique, qui a été initiée par la France dans un discours, là, cette fois du président Macron, à Canberra, je crois que c'était en 2019, je ne suis pas sûr de la date, mais à peu près, où il a déployé la stratégie Indo-Pacifique de la France en intégrant précisément la force que représentent nos propres territoires dans le Pacifique, à la fois la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, mais en montrant aussi nos liens sur l'itinéraire de l'Europe à l'Indo-Pacifique, en y intégrant notre relation spécifique avec l'Inde, en y intégrant d'abord notre relation spécifique avec les Émirats arabes unis, puis avec l'Inde, puis à l'époque on pensait avec l'Australie, sur ce sujet sur lequel je suis intarissable, donc il ne faut pas me lancer. Il faut pas me lancer. Hein. Oui, ça va mieux, mais bon, à un moment donné, ça a été très mal. Mais il y avait cette histoire. C'est pas secondaire, hein, j'en parle très, très librement avec vous, mais en fait, nous construisons des sous-marins Scorpion, je pense qu'ils s'appellent toujours comme ça, en Inde,
Maintenant, même une nouvelle génération, nous en avons fait en Malaisie, et puis voilà, on voulait faire une génération de sous-marins aussi avec l'Australie, ce serait l'Indo-Pacifique, l'axe de la sous-marinade française. Bon, mais ça n'a pas pu aboutir comme ça, mais bon, faut pas arrêter là et envisager aussi d'autres perspectives avec d'autres pays, je pense en particulier à l'Indonésie. Le but, là, c'est de faire en sorte qu'il soit proposé aux pays de la zone une autre alternative que la conflictualité américano-chinoise. Et que nous ne sommes pas, évidemment, nous, à équidistance entre la Chine et les États-Unis. Nous avons un pays qui est notre allié, mais beaucoup de pays de la zone ont du mal à se mettre en situation de choix entre l'un et l'autre, et finalement la perspective qui était tracée, la stratégie qui était tracée, qui est toujours en ligne de mire. Je vois que la ministre des Affaires étrangères, ma successeur, était ou doit être toujours là en ce moment en Australie. Je vois que mon successeur d'une autre génération de la défense s'y est aussi rendu. Donc il y a là une volonté partagée aussi par les Européens désormais de faire en sorte que cette partie du monde puisse créer des alliances ou créer des partenariats avec la France. Et tout cela, ça ne marche que si nous avons une marine nationale forte. Elle est diversifiée, elle est complète, et elle permet d'assurer notre sécurité, mais elle permet aussi d'assurer notre puissance. Et donc elle est liée aux autres puissances et aux autres souverainetés que j'ai évoquées en début de propos. Je voudrais néanmoins vous dire là, parce que c'est une de mes interrogations du moment, et je ne sais pas si j'aurai des réponses, mais c'est une interrogation. Ce qui me frappe le plus dans la crise ukrainienne récemment, ce qui me frappe le plus dans les semaines qui viennent de se passer, c'est que autant l'initiative ukrainienne, la contre-offensive ukrainienne terrestre a du mal à avancer, pour des tas de raisons, autant les Ukrainiens, qui n'étaient pas réputés pour être de grands navigateurs, ont réussi à réduire l'immobilité, la flotte russe, par l'usage des drones. Par l'usage des drones. Une nation un peu non maritime, parce que la flotte ukrainienne n'était pas réputée pour ses qualités et son nombre. Donc il y a là des interrogations à avoir pour demain sur l'usage des drones contre les drones sous-marins, entre autres, qui donnent une nouvelle donne et une nouvelle asymétrie dans les rapports de puissance. Donc interrogation, méfiance, anticipation, enfin en tout cas c'est un sujet qui est important de mettre sur la table. Il y a aussi, au-delà de la souveraineté militaire, il y a aussi l'importance de l'enjeu culturel. Je pense que la capacité à montrer que nous sommes un pays qui intègre la dimension culturelle de la mer est tout à fait essentielle. Et je pense que le meilleur vecteur dans ce domaine, c'est le vecteur des courses au large qui ont été déjà renforcés et qui en donnent un signe très fort, mais c'est aussi le fait que, par exemple, les Jeux Olympiques de l'année prochaine verront s'intégrer le Pacifique et qui se dérouleront à Paris, Marseille, Tahiti. Il y aura une dimension maritime des Jeux Olympiques qu'il faut expliquer au monde, parce que c'est aussi une manière d'affirmer notre souveraineté et notre puissance. Et puis, dans le même état d'esprit, le fait de... Vous avez bien voulu le rappeler tout à l'heure, d'avoir un musée de la marine qui a rénové et qui, j'espère, va avoir un grand succès, participera à l'acculturation maritime des Français, qui commencent à se rendre compte que l'enjeu maritime devient essentiel. Et ça, c'est relativement récent. Et en plus, je veux dire, tout ça tombe bien, d'une certaine manière. Et donc, je pense qu'il n'y aura pas de victoire permanente dans l'avenir sans qu'il y ait une éducation permanente à la mer pour assurer ce qui fait désormais notre souveraineté et notre puissance maritime, y compris dans le domaine de la francophonie, où on constate que la majorité des francophones vivent en dehors des limites du continent européen, dans des espaces maritimes, et ça permet aussi de renforcer notre propre rayonnement. À cela s'ajoute, pour la souveraineté et la puissance, la force
de notre rayonnement scientifique. On m'a dit qu'il fallait que je m'arrête à 15, je vais 10, là j'arriverai pas à 10, je vais essayer 15. Mais, parce qu'autrement je vais oublier des trucs. Je voulais, vous m'avez fait travailler, hein, parce que... L'inspectrice générale d'histoire-géographie qui est là. Elle est où? Ça va aller? Pour l'instant, ça va. La note ne viendra qu'à la fin. La note viendra après les questions. Sur puissance et souveraineté, il y a aussi l'enjeu scientifique. Je pense qu'on le passe trop sous silence, mais nous avons des outils scientifiques considérables. Et je disais tout à l'heure à un de mes amis brestois qui est présent dans la salle, et je ne fais pas de la pub pour Brest en disant cela, un peu quand même, mais que, voilà, un peu quand même, mais que le campus mondial de la mer que les Brestois ont créé donne une force de synergie à partir d'Ifremer, mais aussi à partir des start-up nombreuses qui sont dans cette région et à partir des universités, de la présence de l'école navale. Tout cela crée un ensemble, une espèce de cluster territorial qui permet des mutations, des porosités entre les différents acteurs et qui donne de la force à ce pôle, mais qui donne de la force à l'aspect scientifique maritime français. Nous sommes dans les premiers. Il faut qu'on se le dise. Il ne faut pas avoir honte de le dire, mais il faut même l'affirmer de manière très forte, y compris dans la relation que ce pôle-là a avec Toulouse, le pôle spatial. Parce qu'il y a un lien entre les deux, et lorsqu'on va s'engager dans lorsqu'on va s'engager dans la découverte des grands fonds, la partie spatiale aussi, je crois, les technologies du spatial joueront un rôle d'appoint très significatif pour la recherche que nous pouvons effectuer et sur l'importance de ce pôle. J'en profite pour dire là que notre force aussi, c'est notre capacité dans le domaine de la recherche polaire. On a commencé avec le commandant Charcot, il y a une vieille histoire, ce qui nous permet d'avoir une base permanente en Antarctique, ce qui n'est pas rien, mais aussi, je pense à l'action de la Fondation Tara, et je pense aussi au projet PolarPod. Je voulais vous dire, ce serait bien que vous invitiez Jean-Louis Etienne, parce que c'est un habitué. Donc voilà. Oui, mais là, sur la technologie, le projet PolarPod, c'est formidable. Hein, sur c'est un véritable défi scientifique et humain, et qui va être lancé à la fin de l'année et qui va permettre d'étudier pendant 3 ans l'océan austral. Et c'est une technologie qui est mutualisée entre Ifremer, le CNRS, le CNES, la marine, les universités. Bref, nous sommes en situation, là aussi, il faut se le dire. Alors, face à tout cela, je voudrais que vous sortiez de ce forum ou cette conversation ou cet échange potentiel à venir avec à la fois de la détermination et du moral, parce que nous sommes en situation. Nous sommes progressivement devenus en situation. Nous, la France. Nous, la France en Europe, mais nous, la France. Et cela n'exclut pas, et c'est le dernier point que je vais aborder avec vous, cela n'exclut pas d'être en même temps le défenseur du concept de la mer comme bien commun de l'humanité. C'est-à-dire que c'est une raison supplémentaire d'être très exigeant dans la lutte contre les pollutions et dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans lequel l'océan joue un rôle essentiel. C'est la volonté qui va être affirmée dans la réunion des Nations Unies qui va se tenir à Nice en 2025. Il y a un grand forum qui se tient tous les 5 ans, je crois, des Nations Unies sur la mer. Et la France recevra ce forum à Nice en 2025. Et ce sera un moment essentiel qui va être préparé, et je pense que ce serait bien que l'Institut de la mer joue un rôle là-dedans, par ce qu'on appelle là l'année de la mer, même si ça commence en septembre, après les Jeux Olympiques, et que ça se poursuivra jusqu'à Nice sur l'ensemble des sujets et de l'affirmation maritime de la France. Et cette incubation-là devrait nous permettre de nous affirmer non seulement comme 2e ou 1er espace maritime mondial, mais aussi comme premier pays pour porter l'action d'un océan outil de la lutte contre le réchauffement climatique
que nous puissions être, à cet égard, la première puissance à le dire, à le faire, parce que nous avons tous les atouts pour agir. Et c'est une bonne carte de visite dans la situation actuelle. Et il faudrait que nous puissions devenir les leaders mondiaux de tout cela. Ça veut dire, j'en parle plus, je cite simplement les sujets, ça veut dire décarbonation maritime. Et là, dans ce domaine-là, nous sommes leaders, y compris nos grands transporteurs, y compris nos ports, y compris la mobilisation des financements nécessaires pour cela. Décarbonation, cela veut dire aussi gestion des traits de côte, adaptation. Et là-dessus, il y a des textes qui ont été pris et c'est tout à fait utile. Et ça veut dire aussi, et surtout je terminerai là-dessus, par la biodiversité et le respect de la biodiversité. Ce qui m'amène à une observation de fond qui concerne la régulation. Jusqu'à présent, je vous le disais tout à l'heure, l'espace marin est un espace de contestation. Jusqu'à présent, il n'y a aucun texte, aucune régulation au-delà des 200 000, sauf BBNJ, le traité sur la biodiversité, qui est le premier traité qui a été conclu il y a maintenant 3 ou 4 mois, 5-6 mois peut-être, et qui fera l'objet de ratification. On espère que les ratifications seront abouties jusqu'au moment de Nice, et qui entraîne un certain nombre de contraintes, en particulier la nécessité de maîtriser les recherches des grands fonds. La France ayant dit qu'elle souhaitait qu'on puisse explorer les grands fonds, mais qu'elle ne souhaitait pas qu'on puisse les exploiter. Donc c'est une affirmation très lourde sur laquelle nous ne sommes pas tous suivis. Mais déjà, il y a un premier État, un État du Pacifique, qui a dit qu'il allait exploiter par un intermédiaire d'une entreprise canadienne des nodules métalliques sur les grands fonds. Et ça fait un débat international. Et BBNJ devrait permettre, si d'aventure ça devait avoir lieu, de partager les ressources issues des grands fonds marins, si d'aventure il y en avait. C'est un traité qui est un traité sur la haute mer et qui met des règles internationales sur la haute mer. Donc la mer n'est plus un espace uniquement de liberté, il commence à y avoir des règles qui sont fixées. Et puis il y a un autre traité qui est tout à fait essentiel aussi dans le cadre de la lutte contre les pollutions et contre le réchauffement climatique. C'est le traité sur les plastiques, qui est la pollution plastique. Cela a été décidé, monsieur l'ancien élu de Brest, à Brest, puisque s'est tenu à Brest le One Ocean Summit en 2022. Et tous les chefs d'État, mais imaginez d'ailleurs, puisque je finis par revenir sur le début de mon propos, lorsque le président de la République a décidé de créer un sommet à Brest sur les enjeux maritimes, il y a eu je ne sais combien de chefs d'État présents, une quarantaine, imaginez, pour une journée, une quarantaine de chefs d'État. Jamais on n'aurait imaginé ça 10 ans avant. Que 40 chefs d'État majeurs, les plus lourds, pas le président des États-Unis, mais beaucoup d'autres, étaient venus à Brest, où ils étaient représentés, John Kerry était présent, pour parler des océans et de la lutte contre le réchauffement climatique. C'était vraiment une avancée considérable de l'enjeu maritime qui a été développé là. Et je pense que le traité sur la pollution plastique devrait pouvoir aboutir à la conclusion de Nice en 2025. Ben, je vais arrêter là, je suis à 12. 7h12, donc ça, je suis bien. Donc 3 minutes pour dire que le plaisir que j'ai d'être avec vous. J'essaye de me tenir toujours un peu informé de tout cela. Je me considère là maintenant, je vous l'ai dit en commençant, comme un militant de la mer. Je vous rassure, je n'ai pas l'intention de reprendre ma vie politique. Ça va, j'ai beaucoup donné, donc j'en suis satisfait. Mais à chaque moment de ma vie politique, il y a toujours eu un croisement avec la mer. Tout le temps. La mer était toujours là. Et donc je me réjouis. Et je souhaite vraiment que l'Institut français de la mer contribue à former, si je peux prendre une expression de mon ancienne fonction, des ambassadeurs de la mer, parce que l'enjeu vraiment aujourd'hui est central. Et je compte sur vous. Merci. Allez. On dit qu'on fait jusqu'à 15, jusqu'à 30, comme ça j'aurai le temps de parler avec les gens. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'abord pour tout ce qui a été fait, pour ce témoignage, pour cette présentation complète de la puissance. Alors j'imagine qu'il va y avoir
beaucoup de questions. Nous sommes dans une université où il y a au total à peu près chaque année plus de 400 étudiants qui se forment sur l'ensemble des L1, L2, L3 jusqu'à la licence au maritime, ça depuis à peu près 92. Donc bon, il y en a un certain nombre qui sont déjà les ambassadeurs de la mer. Hein. Alors, merci. Donc il y a 2 micros qui vont passer parmi vous. Ayez comme d'habitude la gentillesse de vous présenter. Et on va essayer de poser des questions courtes parce que j'imagine qu'il y aura beaucoup de questions, en essayant peut-être de faire des réponses courtes pour qu'il y ait un maximum de jeux de questions-réponses et en présentiel et en distanciel. Allez, première question. Allô ? Oui. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Solal Mercier, je suis étudiant ici en première année en licence d'histoire sciences politiques et j'aimerais vous poser une question sur la puissance française en Indo-Pacifique. Et c'est une question que j'avais déjà posée dans d'autres termes à l'ambassadrice d'Australie en France ici même. Vous évoquez la bascule stratégique de l'Atlantique au Pacifique, le renforcement assez spectaculaire de la marine chinoise et la stratégie française en Indo-Pacifique qui, grâce à sa forte présence, devrait permettre aux pays, je cite, qui ne veulent pas choisir ou ne peuvent pas choisir, de choisir la France une sorte de troisième voie. Et vous employez en ce sens, avec Emmanuel Macron, le chef de l'État, le terme de puissance d'équilibre. Et ce terme, il est critiqué. Donc, je vais notamment citer un rapport de la Fondation pour la recherche stratégique qui dit « La formule puissance d'équilibre utilisée par le chef de l'État depuis 2019 est mal définie et mal comprise. Elle crée des doutes auprès de nos partenaires sur une possible équidistance de la France entre les États-Unis et la Chine, alimente le cliché d'un pays prétentieux aux ambitions déconnectées de ses capacités réelles et ne valorise pas vraiment notre action dans la région. » Ma question, elle est donc simple. Est-ce que pour vous, l'Élysée ne doit-il pas plutôt opter pour le terme de puissance d'initiative ? Oui, le mot je réponds par... Moi, je réponds de répondre rapidement parce que sur ce sujet-là, ça serait long. Nous ne sommes pas en situation d'équidistance avec les États-Unis. Je l'ai dit dans mon propos. Les États-Unis sont des alliés. Mais dans l'ensemble indo-pacifique, ça commence à la sortie du Golfe Persique, du Golfe arabo-persique. Soyons prudents. Nous avons des partenaires avec qui nous entretenons des relations suivies dans tous les domaines, y compris dans le domaine militaire, je les ai énumérés tout à l'heure, et nous avons tenté à un moment donné, ça a échoué, mais je pense que ça reviendra d'une autre manière, nous avons tenté à un moment donné de faire un triptyque Australie, Inde, France. Nous avons tenu plein de réunions à très haut niveau, et généralement c'était au niveau des ministres. À la fois sur des échanges et sur les enjeux de la zone. Nous n'avons pas la vocation, nous, à être une puissance d'équilibre au sens où on pèse autant que les autres, non. Mais à faire en sorte qu'on puisse rassembler autour de nous les puissances de bonne volonté, si j'ose dire, les États de bonne volonté qui veulent essayer d'éviter qu'il y ait un Pacifique de conflictualité. Et nous avons des cartes pour ça. Je crois avoir essayé de les démontrer. Peut-être avec pas suffisamment d'enthousiasme, si je ne vous ai pas convaincu. Mais en tout cas, je suis convaincu de cela. Et ça supposait l'idéal de tout, ça supposait une relation avec l'Australie qui a échoué pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir parce que ça prendrait trop de temps, que je regrette beaucoup profondément parce qu'on nous a joué un sale tour, pour dire les choses très clairement. C'est plus le même gouvernement, donc je suis à l'aise pour le dire, le même gouvernement en Australie. Mais j'avais été frappé à ce moment-là, m'étant rendu en Australie à plusieurs reprises, de l'importance de la présence française pour l'ensemble de la population australienne et pour ses dirigeants. Le poids que nous avons dans les universités australiennes. Donc la capacité que nous avons peut-être à nous renforcer dans ce domaine-là. Ça aurait pu être une capacité sous-marine, ça n'a pas été le cas, mais ce n'est pas une raison pour arrêter la relation avec eux. Bon, voilà, donc puissance d'initiative, oui, pourquoi pas. Si le terme d'équilibre peut être interprété comme l'équidistance. Ce n'est pas l'équidistance. Merci. Autre question ?
Oui, monsieur le ministre, amiral Marion, dans une autre vie, nous fûmes voisins. Vous étiez maire de Lorient et je commandais la base sous-marine de Caroman et l'escadrille de sous-marins. Ma question n'est pas là-dessus. Et je me souviens de l'apéritif que j'ai pris chez vous. Alors, ma question porte sur les deux mots, souveraineté et puissance. Souveraineté, en droit, nous l'avons avec la deuxième, voire même la première zone économique mondiale. Puissance, c'est pouvoir assurer, dans ces zones, notre souveraineté. Et j'avance simplement 2 chiffres, un peu à la louche, mais qui sont à un ordre de grandeur tout à fait valable. Le budget de l'US Navy, c'est 25 fois le budget de la Marine nationale. Le tonnage de construction maritime, de construction navale de la Chine, chaque année, c'est le tonnage de l'ensemble de la Marine nationale. Nous avons dans la Marine nationale des bâtiments qui sont à la pointe du progrès technologique, réellement parmi les meilleurs du monde. Par contre, nous n'avons pas la quantité et la souveraineté est très difficile à assumer, en particulier pour les zones de pêche sauvage. Oui, mais pas uniquement. Enfin, oui, je partage. On n'est pas dans la concurrence avec la Chine, ni dans la concurrence avec les États-Unis sur nos capacités navales. On ne sera jamais. La nouveauté, j'ai essayé de le traduire, que j'ai constaté, à la fois comme ministre de la Défense et comme ministre des Affaires étrangères, maintenant comme observateur, c'est que la prise de conscience de l'enjeu maritime pour la sécurité de la France, au-delà de la force de dissuasion, que je ne mets pas dans cette affaire, avait largement progressé. Et donc, largement progressé. Et j'ai été amené, moi, comme ministre de la Défense, à faire des arbitrages, comme tout ministre, qui ne sont jamais simples. Mais les choses ont beaucoup bougé parce que le concept de première puissance maritime dans l'espace, ou deuxième au niveau mondial, est devenu un élément de la décision et des décisions. On n'est pas encore au bout, il y a beaucoup de retard, mais il y a, je pense, une progression, une prise de conscience. Ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est aussi, parce que ces espaces maritimes-là, cette capacité française-là, elle est aussi européenne, puisque les territoires d'outre-mer sont européens, entre guillemets. Vous voyez, et donc faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience européenne de cet enjeu. C'est un peu lent, mais on a beaucoup progressé. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je trouve que depuis singulièrement, même avant la crise ukrainienne, mais depuis la crise du Covid a été l'élément déclenchant. Mais même avant la crise du Covid, ça a commencé. L'Europe est en train de sortir de sa naïveté, et à l'égard de la Chine, de la Russie, mais aussi à l'égard des États-Unis, d'une certaine manière, parce que quand on fait de la concurrence, il faut pouvoir riposter ou on arrête des deux côtés. Alors le dialogue est plus facile aussi, je le dis très clairement, depuis l'administration Biden. Mais il faudrait que l'Europe aussi assume cette capacité d'être puissance maritime. Et pour rebondir sur l'Indo-Pacifique, il y a eu, après l'initiative française, une initiative européenne Indo-Pacifique aussi. Donc, auparavant, l'Union européenne rechignait un peu à se projeter dans la géopolitique. Moi, je l'ai vécu comme ça. Les Européens étaient convaincus que le grand marché plus les valeurs, ou les valeurs plus le grand marché, voilà, c'était ça notre manière d'être ensemble. Et que les autres, on pouvait vivre à l'abri de tout cela. Or, on s'est rendu compte progressivement que c'était plus vrai, et qu'on pouvait devenir même les dindons de la farce. Et je trouve que ça a beaucoup bougé depuis peu de temps, y compris dans le domaine militaire. Y compris donc dans le domaine naval, puisque s'est tenu un sommet des ministres des Affaires étrangères et de la Défense. Je suis désolé, c'était encore à Brest, mais bon, c'était pas ailleurs, c'était à Brest, donc c'était maritime.
où il a été décidé ce qu'on appelle la boussole stratégique, c'est-à-dire où les Européens, pour la première fois de leur histoire, se sont mis d'accord sur des concepts stratégiques, en disant voilà quels sont mes enjeux de sécurité, à moi Europe. Personne ne l'avait fait avant. Et c'est même incroyable. Alors, les Britanniques n'y sont plus, d'accord. Ben, donc c'est plus facile, ok. Mais enfin quand même, ça a beaucoup avancé. Donc je trouve que on est plutôt... Bon, j'essaie d'être optimiste hein, dans le monde que nous vivons. Tous les soirs, on a des raisons d'être pessimiste. Mais il y a quand même des éléments de fond, puisqu'on voulait parler de géopolitique, des éléments de fond qui permettent d'avoir parfois, au bout de certains tunnels, quelques éclaircies. Merci. Une autre question? Oui. En attendant une suggestion, Monsieur le Ministre, que vous évoquiez la France premier ou deuxième domaine maritime, effectivement, ça dépend des moments, parce qu'il y a des justifications. Donc des fois, on passe devant avec nos 11 millions juste derrière ou devant les États-Unis. Pourquoi on passe devant ou derrière? C'est l'agrandissement territorial. Mais il y a... Parce qu'on peut aller jusqu'à 350 000 si on peut prouver que son plateau continental continue. Donc c'est la progression de la... Voilà. D'accord. Okay. Mais il y a une manière de s'en sortir, c'est ce qu'on voit avec les étudiants, parce que le 1, c'est les États-Unis, le 3, c'est l'Australie avec 2 500 millions, 2 millions 5 millions de kilomètres carrés en moins, mais la France le doit à 96% à l'outre-mer. C'est-à-dire que les États-Unis ou l'Australie, c'est par la taille de la métropole. Nous, c'est par l'outre-mer, ce qui veut dire que le domaine maritime français... Spatialement et mondial. Voilà, on est infiniment mieux ventilé, donc qualitativement, peu importe le quantitatif, mais qualitativement, on est de ce fait le premier domaine maritime. On dira premier. Voilà, on dit premier, on a décidé ce soir de dire premier. Mais je crois qu'il y a une question. Merci beaucoup. Merci, Excellences, Mesdames, Messieurs. Merci à ICP pour cet événement. J'ai eu l'honneur à passer... sorry about my accent. It's still... je suis toujours californienne, même si je vis ici. J'ai eu l'honneur à passer 8 ans dans le droit de la mer aux Nations Unies. J'ai travaillé sur le High Seas Treaty, le BBNJ et aussi le Plastic Treaty. Et j'ai vu moi-même comment mon pays, les États-Unis, se comportent. Les États-Unis n'ont pas signé le UNCLOS, the Law of the Sea. Didn't ratify it. It was passed in 1982, 1982. Et donc, la question est assez courte, mais pas simple non plus. Est-ce qu'en tant qu'allié, est-ce que la France peut ou a envie de mettre un peu de la pression sur mon pays à participer dans une manière plus juste dans le droit de la mer? Et aussi, j'ajoute aussi que c'est bien possible que mon pays va réélect Trump ou encore pire, Nikki Haley. Et donc, ils essaient de même retirer mon pays des choses qui comptent. Merci beaucoup. Ils vont retirer de quoi? Ils vont se retirer de... Comment? Les choses qui comptent. Ah oui. Oui, OK. Thanks. Oui, Montego Bay n'a pas été signé par les États-Unis. Constatons-le. Mais il y a eu suffisamment d'États pour... Signer, oui. Ratifier, non. Ratifier, non. Oui. Je ne fais pas de commentaires sur la réélection potentielle de Trump en souhaitant que ça ne se produise pas. Voilà. Et si vous permettez, je sais ce dont je parle. J'ai pratiqué. Vous avez vu, moi j'ai pratiqué. Voilà, donc donc on est pareil. Oui. Bonjour monsieur, je m'appelle Guillaume Muret, je suis élève en première année en licence Histoire et Sciences Politiques. Et ma question portait, vous évoquez notamment le fait que la mer reste un espace contesté, mais même entre alliés, il est contesté. Notamment, on peut penser aux incidents de 2020-2021 entre la marine française et la marine turque, qui est allé jusqu'à l'éclairage d'une frégate française par une frégate turque. Et donc, ma question est simple, c'est est-ce que dans la mer, on n'a pas, pour reprendre une célèbre formule, on n'a pas d'amis, on n'a que des intérêts, et quelle doit être, et jusqu'où doit être la réponse de la France dans ces espaces? Je vous remercie. Mais là sur l'incident dont vous parliez, qui est tout à fait important. Je l'ai cité dans mon propos de départ d'ailleurs, tout à l'heure. Ce n'est pas sur c'est sur des espaces qui sont régulés, en plus.
En fait, c'est la Turquie qui revendique des parcelles de mer qui ne sont pas réputées lui appartenir, au moins dans les accords antérieurs. Donc, constatons-le, ils ont renoncé. Enfin, moi, j'ai renoncé, pour ma part, à comprendre la politique étrangère d'Erdogan. Mais bon, sauf son intérêt immédiat. Mais en l'occurrence, si j'ai bien compris votre question, est-ce qu'on agit en fonction de notre intérêt? Oui. Oui. Quand j'étais étudiant, je vais être un peu raide là, dans ce que je vais vous dire. Quand j'étais étudiant, je pensais qu'il y avait que tout le monde était animé par un bien commun universel. Peut-être que vous le pensez aussi, vous avez raison de le penser. Mais dans la réalité du fonctionnement des États, c'est la puissance qui compte. C'est comme ça. Alors, nous, on n'est plus dans le maritime, hein, mais c'est vrai dans le maritime, c'est vrai comme ailleurs. Voilà. Si vous n'avez pas de puissance, vous n'êtes pas respecté. Et si vous n'êtes pas respecté, vous ne pouvez pas faire valoir vos valeurs. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ça. Mais enfin, j'ai compris assez vite quand même que j'étais au ministère, heureusement. Mais même avant, un peu, quand même. Mais c'est ça la réalité. Donc, vous pouvez parler fort, y compris sur les valeurs auxquelles nous sommes attachés, que si vous êtes respecté. Et la France ne peut parler fort que si elle est puissance. Autrement, on ne vous entend pas ou vous devenez une ONG. Pour lesquels j'ai beaucoup de respect, mais ce n'est pas le même boulot. Vous voyez? Je suis un peu raide, mais je pense qu'il faut dire les choses. Je me glisse dans une question. Comment analysez-vous le fait que le nouveau ministre des Affaires étrangères chinois ou son ambassadeur à Paris ait des propos beaucoup plus musclés que précédemment, depuis quelque temps? Bon, mais enfin là, je ne vais pas... Vous avez un veto. Hein. Ouais, je peux pas répondre parce que même si je peux pas répondre. Enfin, c'est lié au personnage. Christian, laisse la salle poser les questions. Lou Chayet, qui est le ministre, non pas le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur. Le ministre des Affaires étrangères chinois. Alors je vais dire deux choses en même temps, comme ça, les Chinois qui m'écoutent vont comprendre. Lou Chayet, qui est l'ambassadeur de Chine en France, a fait l'objet publiquement de remontrances de la part de la France, après ses propos, y compris de moi. Le ministre chinois, Wang Yi, ministre des Affaires étrangères chinois, qui était à l'époque mon homologue, on a toujours eu des relations d'une grande franchise et d'une grande convivialité. Ça n'empêche pas la franchise, mais une grande convivialité. Voilà, bon, donc je dis ça comme ça pour que nos amis chinois nous entendent. Voilà. Bonsoir Monsieur le Ministre. Tout d'abord, merci pour cette intervention, même si ça a été un peu écourté pour moi, du fait du petit incident. Ma question, donc je me présente, je m'appelle Gauthier Delavenne, je suis en première année d'Histoire Sciences Po, dans cette belle institut. Et donc ma question, ça porte du coup, ça vous concerne, c'est sur le Liban. Depuis 2020 ou 2019, le port de Beyrouth, le port de Beyrouth a connu un petit problème, une petite explosion. Et donc ma question, ça porte sur savoir, est-ce que, selon vous, est-ce que c'est une grosse perte pour le Liban, c'est la plus grosse perte pour le Liban, comme cette Suisse orientale, il faut le dire comme ça, comme on l'a défini, parce que c'est quand même une localisation précise, qui est conséquente, qui relie à la fois l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Europe. Est-ce que c'est pas la plus grosse perte, vraiment pour le Moyen-Orient, que ce soit pour l'accueil du blé ukrainien ou russe, ou même plus en général, pour leur économie? Je vous remercie. J'en arrive là. Hein, j'en arrive de ce week-end du Liban. Puisque le président de la République, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, m'a confié une mission on appelle ça une mission de facilitation. Pour moi, c'est une grande tristesse. Voilà un pays qui n'a pas de président de la République, qui a un gouvernement de transition qui gère les affaires courantes. Et en plus, ce gouvernement a été constitué sur la précédente législature, donc il ne correspond pas à l'état de l'opinion. Même s'il gère les affaires courantes, il ne peut pas décider, mais il gère les affaires courantes en fonction de l'ancienne législature, il y a 1 an et demi.
Du coup, le Parlement ne se réunit pas. Et en même temps, il y a besoin des réformes énormes. Il y a un chômage à 50%. Il y a une corruption endémique. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour élire un président. Je ne vous dirai pas le pourquoi du comment, parce que ce serait un peu trop technique et trop long. Et aujourd'hui, ils sont en bordure du conflit israélo-palestinien. Donc je trouve qu'il y a une irresponsabilité collective dont je suis un peu effondré. Comment ce peuple, composé d'autant de talents, d'autant de capacités entrepreneuriales, de tant d'histoire, tant d'intelligence individuelle, aboutit à un tel échec collectif. Pour moi, c'est un mystère. Et donc, il faut tout faire pour qu'ils puissent sortir de l'ornière. C'est des positions gelées. Bon. Et j'ajoute un point, c'est que les Libanais, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais c'est un propos que je tiens publiquement, pensent que leur avenir, la solution de la crise viendra de l'extérieur. Parce qu'ils pensent que tout le monde s'intéresse à eux. Mais plus personne ne s'intéresse à eux, sauf la France. Plus personne. Parce qu'ils ennuient tellement avec leurs histoires et leur jeu de taquin et leur jeu d'échecs à 5 coups d'avance pour être président de la République dans 10 ans, que ça n'intéresse plus ni les Saoudiens, ni les Qatariens, ni les acteurs de la région, ni les États-Unis. Il n'y a plus que nous. Et on essaie de faire prendre la sauce. J'y passe beaucoup de temps. Et pour l'instant, j'y arrive pas. Voilà. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, j'ai pas le nom, ça me fait penser à je vais revenir à la mer par votre question. Ce qui était important dans la réunion du G20 en Inde, la dernière réunion du G20. J'espère que je ne fais pas d'erreur, mais je crois que c'est bien cela. Il a été décidé par une partie des acteurs, et la France en faisait partie, les États-Unis, l'Inde, d'autres pays, les Émirats arabes unis, de constituer un corridor de circulation qui soit à la fois ferroviaire et, je pense, gazier, potentiellement, depuis l'Inde jusqu'à Marseille. C'est un chantier énorme sur 20 ans, qui est une manière en traversant les océans, et qui est pour une partie, parce qu'une partie se fera en bateau, et qui est une manière de constituer un axe indo-pacifique économique. Je ne sais pas si ça aboutira, mais ça passait par le Liban. C'est pour ça que je vous dis que le Liban me fait penser à ça. Et sur l'explosion du port du Liban, du port de Beyrouth, bon, l'activité est un peu reprise, mais pas beaucoup. Pardon. C'est une question là et une Oui, après, deux questions très rapides. Bonsoir Monsieur le Ministre, je vous remercie beaucoup pour votre conférence. Jérémy Cahan, j'ai créé ma start-up de livraison par drone aux États-Unis avant de rejoindre Safran sur les sujets taxi volants, notamment aux États-Unis également. Et j'ai travaillé un peu chez Thales Underwater Systems à Brest. Et j'aimerais rebondir sur la question de mon amiral et de Guillaume sur la souveraineté de la France en mer. J'ai notamment participé à une conférence du général Stéphane Mille, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, qui évoquait le SCAF avec comme solution avec les drones, etc., des lignes d'accès, des zones de lignes d'accès, des enjeux d'aujourd'hui. Et le SCAF, c'est ces grands programmes français qui prennent 30 ans à être développés. Et quand je lui ai parlé des masses de drones comme solution alternative, c'était vraiment le SCAF sur lequel il misait. Donc, je voulais savoir si les drones pouvaient être une alternative pour miser en plus des grandes frégates qui coûtent très cher et qui sont de pointe, effectivement, pour avoir cette masse dont on a potentiellement besoin pour souveraineté. Je vous remercie. Ouais. Non, mais moi, je ne mets pas du tout en opposition le SCAF avec le développement des drones. Pas du tout. Je pense qu'on a, là je le dis comme ancien ministre de la Défense, il y a un moment donné, je ne sais pas pourquoi, on a raté, nous,
la technologie des drones. À telle enseigne que, comme ministre de la Défense, j'ai dû acheter des drones américains. Parce qu'on en avait absolument besoin et qu'il n'y avait que ça sur le marché. On a changé. On a, je pense, maintenant acquis, je ne suis pas au courant de tout, hein, bien sûr, mais je constate qu'on a acquis une compétence nouvelle, y compris dans les drones sous-marins. Le SCAF n'est pas contradictoire avec le fait de posséder une capacité drone. Moi, je pense qu'il faut aboutir au SCAF. C'est l'avion de nouvelle génération. Je le dis pour ceux qui ne sont pas spécialistes du SCAF. Qui est normalement élaboré entre la France et l'Allemagne. Mais maintenant, il y a en plus les Espagnols. J'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être les Belges. Mais en tout cas, on a mis beaucoup de temps à se mettre d'accord entre les Allemands et les Français sur l'avion futur de combat. Ce sera un avion européen, ce sera un avion qui sera l'après-Rafale pour aller vite. Et il faut absolument gagner cela. C'est indispensable, y compris pour arrimer l'Allemagne dans le paquet de défense européenne. Et en même temps poursuivre nos technologies sur les drones. C'est à mon avis complémentaire. Mais je ne suis plus un homme de l'art là-dessus. Voilà. La dernière question ici, on s'est engagé, est-ce qu'on termine vraiment à l'heure? Donc, votre question extrêmement courte et vous vous arrangez pour que M. Le Drian puisse répondre par oui ou par non. C'est pas très diplomatique, mais ça marche pas. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Je m'appelle Zakaria Belkatir. Je suis en licence Histoire-Géographie en L1 et j'ai été honoré de suivre votre conférence. Et je vais faire très rapidement. Vous, en tant qu'homme politique, que pensez-vous avoir apporté à la France dans le domaine maritime? Je vous remercie. Alors, pour une réponse courte, je crois que la réponse est beaucoup. Non. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est « j'espère avoir apporté de la fierté ». Il y a 2 minutes pour vous remercier. Vous souhaitez qu'un peu d'anticipation à joyeux Noël. Eudrébier, je vous donne encore 30, 40 secondes, 1 minute. Eudrébier va faire la conclusion. Je voudrais simplement vous rappeler le prochain Mardi de la Mer. Donc ça sera en 2024, le mardi 16 janvier, avec Roland Jourdain, qui est skipper, qui est coureur au large, qui va nous parler de la course au large à la course pour l'environnement marin. Donc on aura une séquence environnementale. 30 secondes encore. Merci beaucoup pour les conclusions. Monsieur le ministre, merci beaucoup, parce que vous nous avez montré que malgré les tensions actuelles, nous avons de nombreuses raisons d'être optimistes. Nous sommes en situation de montrer puissance et souveraineté, d'affirmer la position maritime de la France sur la scène internationale et en même temps de défendre le concept de la mer, bien commun de l'humanité. Merci, monsieur le ministre, pour toute cette soirée avec vous.